Chapitre 16. Grâce à un vent bienfaisant, le vaurien augmenta sa vitesse de croisière jusqu'à ce que les tours gris-argentées de Drospurdol soient enfin en vue à l'horizon. Le navire entra dans le port un peu avant midi, passant devant les trirèmes de Gerdrenai et les vaisseaux marchands ancrés dans la baie. Les quais grouillaient de monde. Les marchands de rue vendaient aux marins des amulettes, des bibelots, des armes et des couvertures, pendant que les dockers bien charpentés portaient des provisions sur des passerelles branlantes, empilaient des cargaisons, vérifiaient des chargements. Tout n'était en apparence que bruit et confusion. Devant la richesse des couleurs et l'effervescence de la vie citadine qui agitait le port, Rek eut un pincement au cœur, en songeant qu'il lui fallait quitter le navire. Pendant que Serbitar faisait débarquer les 30, Rek et Virae firent leurs adieux au capitaine. « À une exception près, le voyage fut extrêmement plaisant, » lui dit Virae. « Je vous remercie pour votre courtoisie. » J'ai été ravi de vous rendre service, madame. Je ferai parvenir votre contrat de mariage à Drenan dès mon retour. C'était une première en ce qui me concerne. Je n'avais encore jamais participé au mariage de la fille d'un comte, et encore moins officié à celui-ci. J'espère que tout ira bien pour vous. Il se pencha et lui fit un baisement. Il aurait voulu ajouter « Longue vie et bonheur !» mais il connaissait leur destination. Virae descendit la passerelle, tandis que Rek serrait la main du capitaine. Il fut surpris quand il lui donna l'accolade. « Que ton bras armé soit fort, ton esprit chanceux, et ton cheval rapide en temps voulu !» déclara-t-il. Rek sourit. « J'aurais bien besoin des deux premiers. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas si on ne part pas tout de suite en voyage de noces. » « Non, c'est une fille formidable. Sois heureux. » « Je vais faire de mon mieux, » répondit Rek. Sur le quai, un jeune officier à la cape rouge se fraya un chemin pour intercepter Serbitar. « Quelle est la raison de votre venue à Drospurdol ?» s'enquit-il. « Nous nous rendons à Delnoch, et ce, dès que nous aurons trouvé des chevaux, » répondit l'albinos. « La forteresse sera bientôt assiégée, monsieur. Êtes-vous au courant qu'une guerre se prépare ?»« Nous le sommes. Nous voyageons avec la comtesse Virae, fille du comte Delnar, et son époux Régnac. » En apercevant Virae, l'officier fit une révérence. « Ravi de vous revoir, madame. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion de la cérémonie de vos 18 ans l'année dernière. Mais vous ne vous souvenez certainement pas de moi. »« Au contraire, Don Degas. Nous avons dansé et je vous ai marché sur le pied. Très courtoisement, vous en avez assumé la responsabilité. » Degas sourit et salua de nouveau. Comme elle avait changé, pensa-t-il. Où était passée la fillette maladroite qui avait réussi à se prendre les pieds dans l'ourlet de sa propre robe, qui était devenue rouge comme une pivoine lors d'une conversation animée quand elle avait brisé un gobelet de vin en cristal et inondé une femme à sa droite. Qu'est-ce qui avait changé? C'était la même femme enfant dont il se souvenait, des cheveux châtains, une bouche trop grande, des sourcils noirs, au-dessus d'yeux enfoncés. Il vit son sourire comme Rek s'approchait, et il eut ainsi la réponse. Elle était devenue désirable. « À quoi pensez-vous, Degas ?» demanda-t-elle. « Vous avez l'air très loin d'ici. »« Toutes mes excuses, madame. Je me disais que le comte Pindac va être ravi de vous recevoir. »« Vous transmettrez mes regrets les plus sincères au comte, » dit Virae. « Mais nous devons partir le plus vite possible. Où pouvons-nous acheter des montures ?»« Je suis sûr que nous pourrons vous trouver de bons chevaux, » répondit Degas. « Quel dommage que vous ne soyez pas arrivé plus tôt, car il y a 4 jours nous avons envoyé 300 hommes à Delnoch pour aider à la défense. Vous auriez pu voyager avec eux, ça aurait été plus prudent. Les Satulis se sont enhardis depuis la menace Nadir. »« Nous y arriverons, » affirma l'homme qui accompagnait Virae. Degas le jaugea d'un regard. Un soldat, en déduisit-il, ou qu'il l'a été à un moment de sa vie. Il se tient bien. Degas leur indiqua une grande taverne et promit de leur fournir les chevaux en moins de 2 heures. Fidèle à sa parole, il revint avec une troupe de cavalerie Drenaï, montée sur 32 chevaux. Ce n'étaient pas des bêtes de pédigré comparables à celles laissées en laine tria. C'étaient des mustangs élevés pour des travaux de montagne, des bêtes robustes. Une fois les chevaux alloués et les provisions empaquetées, Degas s'approcha de Rek. « Nous ne vous ferons pas payer ces montures, mais nous serions reconnaissants si vous vouliez bien remettre ces missives au comte. Elles sont arrivées par mer de Drenan hier, et ont manqué notre troupe. Celle avec le sceau rouge vient d'Abalaïn. Le comte les recevra, prédit Rek. Merci pour votre aide. Ce n'est rien. Bonne chance.
L'officier continua son chemin pour faire ses adieux à Virae. Après avoir glissé les lettres dans les sacoches de sa jument rouane, Rek monta en selle et mena le petit détachement vers l'ouest de Purdol, à flanc des montagnes de Delnoch. Serbitar galopa à ses côtés, comme il pénétrait dans les premières des nombreuses forêts qui s'étendaient au-delà de la ville. « Vous avez l'air inquiet, » dit Rek. « Oui, il y aura des hors-la-loi, des renégats, peut-être des déserteurs, et certainement des satulis sur notre chemin. Mais ce n'est pas ce qui vous inquiète. Vous êtes perspicace, rétorqua Serbitar. C'est exact, mais j'ai aussi vu un cadavre marcher. C'est très vrai, acquiesça Serbitar. Vous avez suffisamment tourné autour du pot en ce qui concerne cette nuit, déclara Rek. Maintenant dites-moi toute la vérité. Est-ce que vous savez ce que c'était? Vintar pense que c'était un démon, invoqué par Nostakan. C'est le chef chaman de la tribu d'Ulric, les têtes de loup, et par conséquent, le maître de tous les chamans nadirs. Il est vieux, et l'on dit qu'il servait déjà l'arrière-grand-père d'Ulric. C'est un homme imprégné de mal. Et ses pouvoirs sont supérieurs aux vôtres? Individuellement, oui. Collectivement, je ne pense pas. Nous l'empêchons actuellement d'entrer dans Delnoch, mais lui, en retour, a jeté un voile sur la forteresse, et nous ne pouvons pas y entrer non plus. Est-ce qu'il va de nouveau nous attaquer? Demanda Rek. Assurément. La question est, quelle méthode va-t-il employer? Je crois que je vais vous laisser vous inquiéter de ça, déclara Rek. J'ai eu mon comptant de soucis pour la journée. Serbitar ne lui répondit pas. Rek tira sur les rênes du cheval et attendit Virae. Cette nuit-là, ils campèrent près d'un torrent de montagne, mais n'allumèrent pas de feu. Plus tôt dans la soirée, Vintar avait récité de la poésie de sa voix douce et mélodieuse. Ses mots étaient très évocateurs. « Ce sont ses propres œuvres, » souffla Serbitar à Virae. « Mais il refuse d'en assurer la paternité. Je ne sais pas pourquoi. C'est un bon poète. »« Elles sont tellement tristes, » dit-elle. « Toute beauté est triste, » répliqua l'albinos, « car elle fane. » Il la quitta et se retira non loin près d'un saule, s'asseyant le dos à l'arbre. Dans le clair de lune, on aurait dit un fantôme argenté. Arbedark rejoignit Rek et Virae et leur tendit des gâteaux au miel qu'il avait achetés sur le port. Rek jeta un coup d'œil à la silhouette solitaire de l'albinos. « Il voyage, » déclara Arbedark. « Seul. » Quant à l'aube, les premiers oiseaux se mirent à chanter. Rek grogna et se redressa pour ne plus sentir les grosses racines qui lui meurtrissaient les côtes. Il ouvrit les yeux. La plupart des 30 dormaient toujours, mais le grand Antahem, lui, montait la garde à côté du torrent. Serbitar était toujours au pied du saule où il se tenait durant le récital. Rek s'assit et s'étira. Il avait la bouche sèche. Il repoussa sa couverture et se dirigea vers les chevaux. Il prit sa sacoche et se rinça la bouche avec l'eau de sa cantine. Puis il se rendit vers le cours d'eau. Il se munit d'un morceau de savon et ôta sa chemise. Il s'agenouilla près de l'eau vive. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, » dit Antahem. « Pardon ?» Le grand guerrier vint à sa hauteur et s'accroupit. « Les bulles de savon vont descendre avec le courant. Ce n'est pas sage d'annoncer ainsi notre arrivée. » Rek se maudit pour sa bêtise et s'excusa promptement. « Ce n'est pas nécessaire. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Vous voyez cette plante à côté du rocher couvert de lichen ?» Rek se courba et acquiesça. « C'est de la citronnelle. Lavez-vous dans l'eau et nettoyez votre corps avec des feuilles que vous aurez écrasées. Cela vous rafraîchira et vous donnera un arôme plus plaisant. »« Merci. Est-ce que Serbitar voyage toujours ? » ?»« Il devrait avoir terminé. Je vais le chercher. » Antahem ferma les yeux quelques secondes. Quand il les rouvrit, Rek y discerna de la panique, et le guerrier partit à toutes jambes. Au même moment, tous les membres des 30 jaillirent de leur couverture et coururent vers Serbitar, toujours sous son saule. Rek laissa tomber sa chemise et son savon sur la rive et se dépêcha de les rejoindre. Vintar était penché au-dessus de l'albinos immobile. Il ferma les yeux et imposa les mains sur le visage fin du jeune chef. Il resta ainsi un long moment. La sueur perla sur son front et il se mit à osciller.
Lorsqu'il leva la main, Ménahem le rejoignit aussitôt, relevant la tête de Serbitar. Le guerrier basané souleva la paupière droite de l'albinos. L'iris était rouge sang. Virae s'agenouilla à côté de Rek. « D'habitude ses yeux sont verts, dit-elle. Que lui arrive-t-il » ? « Je ne sais pas, répondit Rek. Antahem se leva et quitta le groupe en courant. Il disparut dans les sous-bois et revint quelques minutes plus tard avec ce qui ressemblait à une brassée de feuilles de vigne qu'il étala sur le sol. Il ramassa des brindilles et fit un petit feu. Puis, après avoir fait un trépied avec des branches, il suspendit une théière au-dessus des flammes. Il la remplit d'eau et versa dedans les feuilles qu'il venait d'écraser entre ses paumes. Rapidement, l'eau se mit à bouillir, embaumant l'air d'un doux parfum. Antahem ôta le récipient du feu et ajouta de l'eau froide qui venait de sa cantine. Il versa le liquide verdâtre dans une tasse en grès recouverte de cuir qu'il tendit à Ménahem. Doucement, ils ouvrirent la bouche de Serbitar, et tandis que Vintar bouchait les narines de l'albinos, ils firent couler le liquide. Serbitar s'étouffa, puis avala, et Vintar libéra son nez. Ménahem lui reposa la tête dans l'herbe verte, et Antahem étouffa rapidement le feu. Il n'y avait pas eu beaucoup de fumée. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Rek à Vintar, alors qu'il venait dans sa direction. « Nous parlerons plus tard, » répondit-il. « Je dois d'abord me reposer. » Il s'affala sur sa couverture et tomba instantanément dans un profond sommeil sans rêve. « J'ai l'impression d'être un unijambiste dans une course à pied, » déclara Rek. Ménahem se joignit à eux. Son visage sombre était devenu gris sous l'effort. Il but quelques gorgées d'eau à une gourde en cuir. Il étira ses longues jambes sur l'herbe et s'allongea sur le flanc, appuyé sur le coude. Il se tourna vers Rek. « Je ne voulais pas être indiscret, dit-il, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous disiez. Vous devez excuser Vintar. Il est plus vieux que nous tous, et l'effort que lui a demandé la chasse s'est avéré trop grand pour lui. »« La chasse ? Quelle chasse ?» demanda Virae. « Nous sommes partis à la recherche de Serbitar. Il avait voyagé très loin, et le chemin qu'il avait emprunté s'était effondré. Il ne pouvait pas revenir. Nous avons été obligés d'aller le récupérer. Vintar a deviné avec raison qu'il s'était aventuré dans les brumes pour y tenter sa chance. C'est lui qui est allé le chercher. »« Je suis désolé, Ménahem. Vous avez l'air épuisé, » déclara Rek. « Mais essayez de comprendre que nous ne savons pas de quoi vous parlez. Dans les brumes ? Mais bon sang, qu'est-ce que ça signifie ?» Ménahem soupira. « Comment peut-on expliquer les couleurs à un aveugle ? » ?»« On lui dit, » répliqua brusquement Rek, « que le rouge est comme la soie, que le bleu est comme l'eau claire, et que le jaune est le soleil au zénith sur le visage. »« Excusez-moi, Rek, je suis fatigué. Loin de moi l'idée d'être grossier, » dit Ménahem. « Je ne peux pas vous expliquer les brumes comme je les comprends moi-même, mais je vais essayer de vous en donner une idée. Il existe plusieurs futurs possibles, mais un seul passé. Quand nous sortons de notre corps, nous nous déplaçons tout droit le long d'un chemin, un peu comme pour ce périple. Nous nous déplaçons sur de vastes distances, mais le chemin du retour est fixe, car il est ancré dans nos mémoires. Est-ce que vous comprenez ? » « Jusque-là » dit Rek. « Virae ? » ?»« Je ne suis pas idiote, Rek. »« Pardon. Continuez, Ménahem. À présent, essayez d'imaginer qu'il existe d'autres chemins, qui ne mènent pas seulement de, disons, Drenan à Delnoch, mais aussi d'aujourd'hui à demain. Demain n'est pas encore arrivé, et les possibilités sont infinies. Chacun d'entre nous prend des décisions qui modifieront demain. Mais supposons que nous voyageons vers demain. Alors nous sommes confrontés à une multitude de chemins, changeants et fins comme des fils. Mais l'un des demain, Dros Delnoch est déjà tombé. Dans un autre, elle a été sauvée. Va bientôt tomber ou est sur le point d'être sauvée. Rien que là, nous avons 4 chemins différents. Lequel est le bon ? Et quand nous nous aventurons sur l'un de ces chemins, comment faisons-nous pour revenir à aujourd'hui, qui, de là où nous nous tenons, n'est qu'une multitude d'hier ? Par lequel rentrons-nous ? Serbitar s'est aventuré au-delà de demain, et Vintar l'a retrouvé pendant que nous balisions le chemin. « Vous avez utilisé une mauvaise analogie, » dit Rek. « Ça n'a rien de comparable avec la façon d'expliquer les couleurs à un aveugle.
Ça ressemblerait plutôt à essayer d'expliquer le tir à l'arc à un caillou. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous racontez. Est-ce que Servitare va se remettre? Nous ne savons pas encore. S'il survit, il aura des renseignements d'une grande valeur. Qu'est-il arrivé à ses yeux? Pourquoi ont-ils changé de couleur? Demanda Virae. Servitare est un albinos, un véritable albinos. Il a besoin de certaines herbes pour garder ses forces. La nuit dernière, il s'est aventuré trop loin et s'est perdu. C'était téméraire, mais son cœur bat fort. Il se repose à présent. Alors il ne va pas mourir, s'enquit. Nous ne pouvons rien prédire. Il a emprunté un chemin qui a étiré son esprit. Il se peut qu'il souffre d'un contre-coup. Cela arrive parfois aux voyageurs. Ils s'éloignent tellement de leur corps qu'ils finissent par dériver comme une vapeur. Si son esprit est brisé, il ne reviendra plus et se mélangera aux brumes. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Nous ne pourrons pas le maintenir dans cet état indéfiniment. Quand serons-nous? Demanda Rek. Quand il se réveillera. S'il se réveille. La longue matinée avançait, et Servitare ne bougeait toujours pas. Les 30 n'étaient pas disposés à faire la conversation, et Virae avait décidé de partir en amont du torrent pour se baigner. Rek, qui était fatigué et s'ennuyait, sortit les missives de sa sacoche. Le rouleau épais scellé par la cire rouge était adressé au comte d'Elnar. Rek brisa le sceau et déroula la lettre. On y avait rédigé dans une écriture coulante. Mon cher ami, nos services secrets estiment que, quand vous lirez ceci, les nadirs vous auront déjà attaqué. Nous avons essayé à plusieurs reprises de rétablir la paix, abandonnant tout ce que nous pouvions, si ce n'est le droit de nous gouverner par nous-mêmes. Ulrich ne veut rien savoir. Il veut se tailler un empire qui s'étendrait de la mer boréale à la mer australe. Je sais que la Drosse ne peut pas tenir, et par conséquent, j'annule l'ordre que j'avais donné de vous battre jusqu'au dernier. Ce serait une bataille sans profit et sans espoir. L'entailleur, faut-il le préciser, est bien entendu contre cette politique, et a fait clairement savoir qu'il se réfugiera dans les collines avec son armée. Et si les nadirs sont autorisés à passer à travers les plaines centranes, il compte bien faire des raids successifs contre leurs forces. Vous êtes un vieux soldat, et la décision vous appartient. Collez-moi la reddition sur le dos. Elle m'appartient de droit, car c'est moi qui ai jeté le peuple Draenei dans cette situation alarmante. Ne pensez pas à moi en mal. J'ai toujours essayé de faire ce que je pensais le mieux pour mon peuple. Mais peut-être que les années ont pesé plus lourdement que je ne le pensais sur mes épaules, car j'ai manqué de sagesse dans mes tractations avec Ulrich. C'était simplement signé Abalain, et sous la signature, il y avait le sceau rouge du dragon Draenei. Rek replia le rouleau et le rangea dans sa sacoche. Se rendre, une main tendue au bord du gouffre. Virae revint du torrent, ses cheveux goûtés et elle rayonnait. « Par les dieux, voilà qui fait du bien !» dit-elle, s'asseyant derrière lui. « Pourquoi fais-tu cette tête? Servitare n'est toujours pas réveillé? » Non. Dis-moi, qu'est-ce que ton père aurait fait si Abalain lui avait demandé d'abandonner la Drosse? Il n'aurait jamais donné cet ordre à mon père. Oui, mais s'il l'avait fait, insista Rek. La question ne se pose pas. Pourquoi est-ce que tu poses toujours des questions sans intérêt? Il lui posa la main sur l'épaule. Écoute-moi. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait refusé. Abalain sait très bien que mon père est le seigneur de Drosdelnock, le grand protecteur du Nord. On peut le relever de son commandement, mais on ne peut pas lui faire abandonner sa forteresse. Suppose qu'Abalain ait laissé le choix à Delnar. Qu'aurait-il fait? Il se serait battu jusqu'au bout. C'est dans sa nature. Et maintenant, est-ce que tu vas me dire pourquoi tu me poses toutes ces questions? À cause des missives que Dega m'a données pour ton père. Il y a une lettre d'Abalain qui annule son ordre de se battre jusqu'au dernier. De quel droit as-tu ouvert cette lettre? Cria rageusement Virae. Elle était adressée à mon père et aurait dû m'être remise. Comment as-tu osé? Son visage s'empourpra de colère et elle essaya de le frapper. Il para le coup, elle lui en balança un autre, et instinctivement il la gifla, l'envoyant rouler dans l'herbe. Elle resta étendue, les yeux brûlants. « Je vais te dire de quel droit !»
déclara-t-il, faisant beaucoup d'efforts pour contenir sa colère. « Parce que je suis le comte. Et si Delnard est mort, alors ce courrier s'adresse à moi. Ce qui veut dire que la décision de se battre ou non m'appartient, comme celle d'ouvrir les portes au Nadir. C'est ça que tu veux, hein? Une échappatoire ?» Elle se releva et empoigna son gilet de cuir. « Crois ce que tu veux, répondit-il. Je m'en moque. Enfin bon, j'aurais dû me douter qu'il ne fallait pas te parler de cette lettre. J'avais oublié à quel point cette guerre compte pour toi. Tu as hâte de voir les corbeaux festoyer, pas vrai? Tu as hâte de voir les corps enfler et pourrir. Tu m'entends? Lui cria-t-il comme elle s'en allait. Un problème, mon ami? Demanda Vintar en s'asseyant face à un rec furibond. Rien qui vous concerne, rétorqua le nouveau comte. Oh, ça, je n'en doute pas, répondit calmement Vintar. Mais je peux peut-être t'aider quand même. Après tout, je connais Virae depuis de nombreuses années. Je m'excuse, Vintar. Je suis impardonnable. J'ai découvert, Rek, que dans la vie, il n'y avait que très peu d'actions impardonnables. En tout cas, aucune parole ne vaut une telle sanction. J'ai bien peur que ce ne soit le lot de tous les hommes que de s'en prendre aux autres quand on a été blessé. Et à présent, puis-je t'aider? Rek lui confia le contenu de la lettre et lui parla de la réaction de Virae. Un problème épineux, mon garçon. Que vas-tu faire? Je n'ai pas encore décidé. C'est tant mieux. Personne ne peut prendre une telle décision à la légère. Ne sois pas trop dur avec Virae. En ce moment, elle est assise au bord du torrent, et elle est très malheureuse. Elle est terriblement désolée de ce qu'elle a dit, et elle n'attend qu'une chose, que tu t'excuses pour qu'elle puisse te dire que c'est de sa faute. Elle peut toujours courir pour que je m'excuse, dit Rek. Le voyage risque d'être glacial si tu ne le fais pas, répliqua l'abbé. Servitar, qui dormait toujours, émit alors un léger grognement. Aussitôt, Vintar, Menahem, Arbedak et Rek se ruèrent sur lui. Les yeux de l'albinos papillotèrent et s'ouvrirent. Ils étaient redevenus verts comme des feuilles de rosier. Il sourit à Vintar. « Merci, seigneur abbé, murmura-t-il. Vintar lui tapota gentiment la joue. « Est-ce que vous allez bien » s'enquit Rek. Servitar sourit. « Je vais bien. Je suis faible, mais ça va. »« Que s'est-il passé » demanda Rek. « Nostakan. J'ai essayé de forcer l'entrée de la forteresse, et j'ai été envoyé dans les brumes. J'étais perdu, brisé. J'ai vu des futurs terrifiants, et un chaos au-delà de ce que l'on peut imaginer. J'ai fui. » Il baissa les yeux. « J'ai fui sous la panique, mais je ne sais ni où, ni quand. »« Ne parle plus, Servitar, » intima Vintar. « Repose-toi à présent. »« Je n'ai pas le temps de me reposer, » déclara l'albinos, luttant pour se lever. « Aidez-moi, Rek. »« Peut-être que vous feriez mieux de vous reposer, comme le suggère Vintar, » lui répondit Rek. « Non, écoutez-moi. Je suis entré dans Drosdelnock, et j'y ai vu la mort. Une mort horrible. »« Les nadirs sont déjà arrivés ?»« Non. Taisez-vous. Je n'ai pas vu l'homme distinctement, mais je l'ai vu empoisonner le puits de Musif derrière le mur 2. Quiconque boira à ce puits mourra. »« Mais nous devrions arriver avant la chute du mur 1, déclara Rek. Et il me semble logique qu'il n'ait pas besoin du puits de Musif avant. »« Là n'est pas la question. Eldibar, ou le mur 1 comme vous l'appelez, n'est pas défendable. Il est trop long. N'importe quel commandant avec un tant soit peu de jugeote l'abandonnerait. Vous ne comprenez pas. C'est pour cela que le traître a empoisonné l'autre puits. C'est là que Drus devra livrer sa première bataille. Et ce jour-là, les hommes seront nourris à l'aube. À la mi-journée, ils commenceront à agoniser. Et au crépuscule, il n'y aura plus qu'une armée de fantômes. « Nous devons nous mettre en selle, » dit Rek. « Tout de suite. Trouvez-lui un cheval. » Rek courut trouver Virae pendant que les 30 scellaient leurs montures. Vintar et Arbedak aidèrent Servitar à se relever. « Tu en as vu plus que tu n'en as dit, n'est-ce pas » dit Vintar. « Oui, mais il est des tragédies
dont il vaut mieux ne pas parler. » Durant 3 jours, ils chevauchèrent à l'ombre des montagnes de Delnoch, à travers des gorges profondes et des collines boisées. Ils avançaient vite mais prudemment. Menahem, en éclaireur, transmettait des messages à Serbitar. Virae n'avait pas dit grand-chose depuis la dispute et tentait délibérément d'éviter Rek. Lui, de son côté, ne cédait pas et ne fit aucun effort pour briser le silence, même s'il en souffrait. Le matin du 4e jour, alors qu'ils atteignaient le sommet d'une petite colline surplombant des bois touffus, Serbitar leva la main et la colonne s'arrêta. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Rek en s'approchant. « J'ai perdu le contact avec Menahem. »« Des ennuis ? » ?»« Je ne sais pas. Il a pu tomber de cheval. »« Allons nous en assurer, » décida Rek, et prenant sa jument. « Non !» cria Serbitar. Mais le cheval était déjà dans la descente et prenait de la vitesse. Rek tira sur les rênes pour relever la tête de l'animal, puis il se pencha en arrière sur sa selle, tandis que l'animal se laissait glisser jusqu'au bas de la colline. Là, Rek regarda autour de lui. Au milieu des arbres, il aperçut le cheval gris de Menahem, debout, la tête basse, et derrière, le guerrier lui-même, étendu dans l'herbe. Rek se mit à galoper vers lui, mais quand il passa devant le premier arbre, un mouvement attira son attention, et il sauta de sa selle, alors même qu'un homme surgissait des branchages. Rek se reçut sur le côté, roula, se releva et sortit son épée de son fourreau. Son assaillant fut rejoint par 2 autres. Ils portaient tous la robe flottante des Satulis. Rek recula jusqu'au pauvre Menahem et baissa les yeux vers lui. La tête du guerrier saignait au niveau de la tempe. « Une fronde !» réalisa Rek, mais il n'eut pas le temps de vérifier si le prêtre était toujours vivant. D'autres Satulis sortaient lentement des sous-bois, de larges tulevars ou de longs couteaux dans les mains. Ils avancèrent doucement, souriant dans leur barbe noire. Rek répondit à leur sourire. « C'est un beau jour pour mourir, » dit-il. « Vous joindrez-vous à moi ?» Il fit glisser sa main droite plus haut sur la poignée de son épée, laissant de la place pour la gauche. Ce n'était pas le moment de faire dans le raffiné. Ça allait taillader à grands coups, des 2 mains, et il ne fallait pas reculer. À nouveau, il se sentit partir, et cette étrange sensation menait tout droit à la rage berserk. Cette fois, il l'accueillit avec plaisir. Poussant un cri à percer les tympans, il les attaqua tous en même temps, lacérant la gorge du premier, bouche bée. Il était au milieu d'eux, son arme pareille à un arc de lumière vive et de mort pourpre. Ils reculèrent, un instant abasourdis par son assaut, puis ils bondirent à leur tour, hurlant leurs cris de guerre. D'autres hommes des tribus jaillissaient des sous-bois derrière lui, quand soudain retentit un tonnerre de sabots. Rek n'avait pas pris conscience de l'arrivée des 30. Il para un coup et envoya sa lame d'un revers du bras dans le visage de son assaillant. Il enjamba le cadavre pour engager le combat avec l'adversaire suivant. Serbitar se battait en vain pour établir un cercle défensif autour de Rek. Sa fine lame balayait tout sur son passage, et son baiser mortel tuait avec une précision chirurgicale. Même Vintar, le plus âgé d'entre eux et le moins doué des épéistes, eut peu de mal à tuer les guerriers Satulis. En sauvages qu'ils étaient, ils ignoraient tout de l'escrime et se reposaient sur leur férocité, leur intrépidité et surtout leur avantage numérique pour venir à bout d'un adversaire. Et une fois de plus, cette tactique allait fonctionner. Vintar ne le savait que trop. Ils étaient environ 4 fois plus nombreux qu'eux, et toutes les retraites étaient coupées. Le choc des épées et les hurlements des blessés résonnaient dans la clairière. Virae, blessé au bras, éventra un homme et se baissa pour esquiver le coup de tulvar d'un autre attaquant. Le grand Tantahem s'interposa pour parer un second coup. Arbedark se déplaçait dans le combat comme un véritable danseur, une épée courte dans chaque main. Il exécutait une chorégraphie de mort et de destruction, tel le fantôme d'argent des légendes des anciens. La colère de Rek s'amplifiait. Tout ça pour ça ? Rencontrer Virae, vaincre ses peurs, accepter la charge de compte, tout ça pour mourir sous les coups de tulvar d'un sauvage dans un bois sans nom ? Il enfonça sa lame à travers la garde maladroite du Satuli qui lui faisait face, et d'un coup de pied, il projeta le cadavre sur le passage d'un nouvel assaillant. « Assez !» hurla-t-il soudain. Sa voix retentit d'arbre en arbre.
Rengainez vos épées, tous !» Les 30 obéirent instantanément et reculèrent pour former un cercle autour de Ménahem, toujours étendu sur le sol. Rek était seul. Lentement, les Satulis baissèrent leurs armes, se regardant nerveusement les uns les autres. Selon leur expérience, toutes les batailles suivaient le même modèle: combattre et gagner, combattre et mourir, ou combattre et fuir. Il n'y en avait pas d'autre, mais les mots de cet homme avaient été prononcés avec puissance, et sa voix les avait momentanément retenus. « Que votre chef s'avance !» ordonna Rek, enfonçant son épée dans le sol et croisant les bras, alors que les épées Satuli l'encerclaient toujours. Les hommes s'écartèrent pour laisser passer un homme de grande taille, large d'épaules, vêtu d'une robe bleue et blanc. Il était aussi grand que Rek, mais avec le teint basané et le nez crochu comme le bec d'un faucon. Il avait une barbe en forme de trident, ce qui lui donnait un air sardonique. Et pour compléter le tableau, la marque d'un sabre partait de son front et descendait jusqu'au menton. « Je suis Régnac, comte de Drosdelnock », annonça Rek. « Je suis Satuli, Joachim Satuli, et je vais te tuer, » répondit l'homme d'un air résolu. « Ce genre de problème doit être résolu par des gens comme vous et moi, » déclara Rek. « Regardez autour de vous, il y a des cadavres de Satuli un peu partout. Combien de mes hommes sont parmi eux ?»« Ils les rejoindront bientôt, » dit Joachim. « Pourquoi ne pas régler ça comme font les princes ?» demanda Rek. « Vous et moi seulement. » L'homme haussa un sourcil balafré. « Cela ne ferait qu'augmenter vos chances, non? Tu n'as pas de quoi négocier cette faveur. Pourquoi devrais-je te l'accorder? » Parce que cela sauvera des vies Satuli. Oh, je sais qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie, mais dans ce cas précis, pour quelle raison? Nous n'avons ni provisions, ni or. Nous n'avons que des chevaux, et les montagnes de Delnock en regorgent. Ce n'est qu'une question de fierté, pas de butin. C'est à vous et moi de décider de la suite. Comme tous les Draenei, tu cherches toujours une bonne raison de te battre, déclara le Satuli en se détournant. Est-ce que la peur aurait liquéfié vos tripes? Demanda doucement Rek. L'homme se retourna en souriant. Ah, maintenant tu cherches à m'énerver. Très bien, nous allons nous battre. Et quand tu mourras, tes hommes jetteront les armes. Oui. Et si je meurs, nous devrons vous laisser passer? Oui. Qu'il en soit ainsi. Je le jure sur l'âme de Mehmet, que son nom soit sanctifié. Joachim dégaina un cimeterre effilé, et les Satuli qui cernaient Rek reculèrent pour former un cercle autour des deux hommes. Rek extirpa son épée du sol, et le duel commença. Le Satuli était un épéiste accompli, et Rek dut reculer dès le début de l'engagement. Serbitar, Virae et les autres regardaient calmement les lames s'entrechoquer, encore et encore. Parade, riposte, estoc, parade, taille et blocage. D'abord, Rek ne fit que se défendre frénétiquement, puis, progressivement, il se mit à contre-attaquer. La bataille se prolongeait, les deux hommes transpiraient abondamment. Il fut vite évident pour tout le monde que les adversaires étaient de niveau égal, de force et d'allonge presque identiques. La lame de Rek trancha la chair au-dessus de l'épaule de Joachim. Le cimeterre caressa le dos de la main de Rek, y ouvrant une plaie. Les deux hommes se tournaient autour avec méfiance, respirant bruyamment. Joachim attaqua, Rek para et lança sa riposte. Joachim fit un bond en arrière et ils se remirent à tourner. Arbe d'Arc, le meilleur épéiste des 30, était époustouflé par leur technique. Non qu'il ne puisse les contrer, car il l'aurait pu, mais son habileté était largement soutenue par des pouvoirs mentaux qui échappaient toujours aux deux combattants. Pourtant, ils utilisaient inconsciemment les mêmes techniques que lui. C'était tout autant un duel d'esprit que d'épée. Et là aussi, les deux hommes se valaient. Serbitar émit une question à destination d'Arbe d'Arc. « Ils sont d'un niveau trop proche pour que je puisse juger. Qui va gagner ?»« Je ne sais pas, » répondit Arbe d'Arc. « C'est fascinant. » Les deux hommes s'épuisaient rapidement. Rek avait opté pour une prise à deux mains sur son épée, son bras droit n'étant plus capable de supporter seul le poids de l'arme. Il lança une attaque que Joachim contra désespérément. C'est alors que son épée heurta le cimeterre, à 2 centimètres à peine de la garde, et la lame incurvée se brisa.
Rek fit un pas en avant et toucha la jugulaire de Joachim du bout de son épée. Le Satuli, au visage basané, n'esquissa pas un geste. Il se contenta de défier Rek de son regard marron. « À combien estimes-tu ta vie, Joachim Satuli ?»« Une lame brisée, » répondit Joachim. Rek tendit la main et y reçut la garde inutilisable. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda le chef Satuli, surpris. « C'est simple, » répondit Rek. « Nous sommes tous des hommes morts, car nous nous rendons à Drosdelnock pour affronter une armée comme jamais le monde n'en a connu. Nous ne passerons pas l'été. Tu es un guerrier, Joachim, un bon guerrier. Ta vie ne vaut pas davantage qu'une arme brisée. Nous n'avons rien prouvé par ce duel, si ce n'est que nous sommes des hommes. Devant moi, je n'ai que des ennemis et la guerre. Comme nous ne nous reverrons plus jamais dans cette vie, j'aimerais croire que je laisse au moins quelques amis derrière moi. » Rek rengaina son épée et tendit la main à Joachim. Le grand Satuli sourit. « Quelle étrange rencontre que celle-ci, » dit-il. « Car lorsque ma lame s'est brisée, je me suis posé la question, alors que la mort me tendait ses bras, de savoir ce que j'aurais fait, moi, si c'était ton épée qui s'était cassée. Dis-moi, pourquoi chevauches-tu au-devant de la mort ? » ?»« Parce que je le dois, » répondit simplement Rek. « Qu'il en soit ainsi. Tu réclames mon amitié, et je te la donne, alors que j'ai juré sur mon Dieu qu'aucun Draenei ne serait en sécurité sur le territoire Satuli. Je te la donne parce que tu es un guerrier, et parce que tu vas mourir. » « Dis-moi, Joachim, entre guerriers, qu'aurais-tu fait si ma lame s'était brisée ?»« Je t'aurais tué, » répondit le Satuli.